Bonjour Thomas, Euh, merci de m'accueillir à Vendôme. Donc là, je suis à l'EHPAD du Bon Secours. Donc tu diriges, Thomas Guinamar, tu diriges cet EHPAD depuis plus de... Depuis 23 ans. D'accord. Bah, merci beaucoup Et de m'accueillir. Est-ce que, qu'est-ce que ça t'a fait ou comment tu as organisé cette réunion donc, sur les soignants et la mort dans ton EHPAD? Qu'est-ce que tu attends de cette réunion? alors, en fait, c'est pas que j'attends, c'est que d'abord je t'accueille et que c'était important, c'est-à-dire que tu marches et tu nous proposes une démarche différente. Et donc, je vais démarcher aussi mes salariés, proposer à mes collaborateurs de sortir de l'ordinaire pour s'arrêter, t'écouter et échanger avec toi. Et c'est ça, en fait, mon organisation, c'est ça. C'est juste dire à mes collaborateurs, à un moment, on s'arrête, on voit autrement. C'est ce qu'on a marqué sur notre affiche, hein, c'est vraiment dans la marche. Et ben, on va faire autrement. Alors j'ai la chance d'avoir une cellule éthique, donc 8 personnels qui sont engagés dans un petit groupe où on réfléchit, et c'est eux qui ont organisé. Tu viens une semaine où moi j'étais en vacances, donc je n'ai pas organisé. Ça veut dire que moi j'ai fait l'affichage, j'ai organisé avec mes amis de l'hôpital pour que tu aies bien 2 lieux d'accueil. Et nous, au Bon Secours, on a l'habitude d'accueillir. Donc on t'accueille et c'est la cellule éthique qui va t'accueillir. Bah, merci beaucoup. J'ai hâte de réaliser cet échange en fait avec ton équipe. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, bah voilà, quand on travaille en EHPAD, toi en tant que directeur, la mort est omniprésente. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment tu diriges en fait ton établissement pour pouvoir accueillir la mort qui est finalement un petit peu ce qui va le fin de parcours en fait de tous tes résidents? Alors déjà, j'organise un EHPAD, ça veut donc dire un lieu où on doit accompagner jusqu'à la fin de la vie les personnes. Nous, dans l'organisation normale des EHPAD, il y a beaucoup de gens qui vont mourir à l'hôpital. Nous, c'est l'inverse. Les résidents meurent plus chez nous qu'à l'hôpital. C'est vraiment notre travail. Et je fais pas ça en un EHPAD qui est arrivé de nulle part. Ça fait, notre organisation, elle a 200 ans. Ça fait 200 ans que notre maison fait ce travail-là. D'abord, c'était des sœurs, maintenant ce sont des laïcs, c'est nous qui faisons le travail. Mais c'est un travail d'accompagnement sur un petit territoire. On est dans un petit territoire rural où en fait, eh bien, on est connu pour accompagner l'autre, pour toujours être proche de l'autre. Et c'est bien ce que l'on fait, accompagner tous ensemble. Alors, comment vous le faites de manière concrète? Comment vous accompagnez justement les patients? Quels sont vos projets, des outils que vous développez pour que justement cet accompagnement se fasse, de ce que j'ai compris et vu déjà, en grande humanité et pour qu'il y ait le moins d'impact possible pour les soignants? Alors, il y a déjà une organisation géographique des lieux. C'est un EHPAD 120 lits, c'est gros. Eh bien, nous, on est en 3 petites maisons d'une 40aine de lits. C'est-à-dire que dans chaque maison, c'est une petite équipe qui encadre des résidents. Et cet accueil-là, il est fait que ça permet à la petite équipe d'aimer le résident dont il s'occupe et de se soutenir quand il y a le décès. On va accompagner jusqu'au décès avec la famille. On va permettre à la famille de venir vivre avec nous si elle a besoin à la fin. On va aller jusqu'à proposer au moment du décès, on va proposer à la famille de faire la toilette mortuaire avec nous. Et puis quand le résident va être mort, eh bien, il va pouvoir rester, nos reposoirs sont des petites chapelles dans notre chapelle. Et donc, les personnels vont pouvoir aller voir le mort. Le mort va pas être éliminé d'un coup de la maison. On va le garder avec nous et chacun va avoir la capacité ou à passer à côté des petits reposoirs et voir qu'il y a une lumière, voir juste de l'extérieur qu'il y a une lumière, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, qu'on peut aller lui dire adieu, qu'on n'est pas obligé de le faire, mais on sait qu'on peut le faire. C'est peut-être comme ça qu'on va déjà matériellement montrer au personnel qu'il se passe des choses. Petite maison, on s'organise et quand la personne est morte, elle est là dans un endroit identifié où tout le monde peut la voir. Elle n'est pas en sous-sol, elle n'est pas cachée, elle est vraiment là et ça fait partie de la maison. Donc en fait, vous
vous honorez en fait la personne qui est décédée et en quelque part vous célébrez la vie de cette personne avec les familles en fait. Alors, on accueille la famille pour qu'elle célèbre sur place. Nous, on va surtout permettre à chacun de faire que la mort est un passage qui est évidemment traumatisant, mais que cette mort, eh bien, on va pouvoir ensemble l'accompagner et on va pouvoir ensemble s'accompagner. Parce que oui, en petit groupe, on aime chaque résident, il n'y a pas de doute. Et comme le personnel aime chaque résident, eh ben oui, la disparition, le départ du résident, il faut aussi qu'on y prenne le temps. Ce qui est ennuyeux pour nous, c'est quand quelqu'un meurt à l'hôpital, parce que finalement, toute l'équipe est très meurtrie par le fait de ne pas avoir accompagné jusqu'au bout. De ne pas, alors qu'on accompagne les résidents pendant 2, 3, 4 ans, ou pour certains des longues périodes, eh bien en fait, au moment ultime, qu'on puisse être là. Les cadres de la maison ont travaillé pour savoir comment attirer les jeunes. Et la façon d'attirer, ils ont dit, il faut qu'on exploite un mot de notre organisation principale, de notre congrégation, c'est le mot de libération. Qu'on arrive à accompagner chaque résident pour sa libération, pour ce qui va lui permettre de partir. Et ça, si on arrive, nous, à travailler sur ce qui permet à l'autre de partir, et ben du coup, on va aussi, nous, accepter que l'autre parte, puisqu'on l'aura accompagné dans ce qui est important pour lui mourant. Là, je crois que c'est fondamental et très beau ce que vous faites, parce que finalement, la mort qui est vécue souvent avec des émotions et des sentiments négatifs, peut être vécue finalement avec des émotions et des sentiments positifs, de gratification d'avoir pu accompagner les patients jusqu'au bout et jusqu'à la mort. Alors, ouais, tu m'as fait visiter ton institution, j'ai vu c'était le matin, des familles qui jouaient aux cartes avec les patients, voilà, c'était assez beau. J'ai pu voir aussi une résidente d'un béguinage qui s'occupait de garder des enfants en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu as fait donc justement pour me rajouter de la vie dans une EHPAD? Cette association en fait d'enfants en fait en pleine journée là, j'ai vu 2 enfants cavaler et amener de la joie de vivre. Qu'est-ce que c'est que ce béguinage et quels sont ton projet au niveau du lycée juste? Mais nous sommes un EHPAD. Depuis que je travaille, j'ai vu se transformer les maisons de retraite en EHPAD. J'ai eu toute cette période des années début 2000 où les EHPAD se sont complètement fermés, où on nous a demandé d'être très pro, d'être très administratif, très matériel dans notre façon de travailler. Et en fait, mon job, c'était pas ça. Mon job, c'était accompagner l'autre, réussir à faire que ce qu'on a appelé EHPAD, que nous, Bon Secours, on appelle toujours une maison de retraite, eh bien, soit un lieu de vie. Et pour être un lieu de vie, eh ben, fallait arrêter de faire des ghettos. Donc, bah oui, nous, on est sur notre site, il y a un lycée, et les lycéens viennent partager le repas avec les résidents, une fois par mois. Et puis, les autres jours, bah, dès qu'il y a un peu de soleil, les lycéens, ils viennent pique-niquer dans le jardin. C'est un endroit où les lycéens sont en maison de retraite. Le bac nous a apporté quelque chose, puisque le nouveau bac, à nous, quand on était jeunes, toi comme moi, quand on était jeunes, on avait des options. Eh bien, il y a une option aujourd'hui dans le bac qui est de gagner des points quand on fait du bénévolat. Et donc, bah, nous, les lycéens qui sont sur le même site que nous, ils ont 1 heure de permanence programmée dans leur planning. Et ben eux, plutôt que de ne rien faire, ils viennent passer 1 heure avec un résident. Voilà comment on crée du lien permanent. Et puis quand il y a un mort, eh bien le mort, il va sortir par les grandes portes de la chapelle. C'est comme ça chez nous. Le mort, il sort en grande pompe. Et les élèves, eux, ils entendent les cloches et de la fenêtre de leur lycée, bah, ils voient les corbillards partir. C'est tout bête, mais ces lycéens apprennent, en tant que très jeunes, ils apprennent qu'à la fin, il y a la mort. Ce qui peut donner du sens. Évidemment, ça fait peur à beaucoup de monde en France, hein, la mort est un tabou, mais finalement, savoir qu'on est mortel, c'est aussi donner du sens à la vie. Et alors, sur le béguinage, tu peux nous dire, parce que je viens de Chartres, et on m'a parlé de ton béguinage déjà des Chartres, donc est-ce que tu peux nous expliquer
ce qu'est le béguinage, alors, ce que tu as créé. Alors le béguinage, c'est un partage entre des personnes âgées et des familles. En fait, on a créé 18 logements en 4 maisons. On va prendre une maison. Dans chaque maison, il y a 2 personnes âgées en bas. Au milieu de ces 2 appartements de personnes âgées, il y a un salon avec un escalier. Et au-dessus, vivent 2 familles. Donc on a clairement voulu mélanger des personnes âgées ou des personnes handicapées et des familles. L'idée, c'est que tout le monde puisse s'entraider, vivre ensemble. Chacun a son appartement, mais il y a ce petit salon où on va se croiser obligatoirement. Et dans ce croisement obligatoire, finalement, il y a des personnes âgées qui retrouvent de quitter l'isolement social. Et puis on a des familles qui retrouvent la capacité à ce que, oui, on peut s'occuper de leurs enfants. Ou, oui, les enfants, d'un coup, ils ont un immense jardin où ils peuvent faire du vélo. Où chaque enfant va avoir une responsabilité vis-à-vis de nous, comme chaque famille va avoir une responsabilité de vie dans la maison, dans le site. Et pour des enfants, ça va être pourquoi pas d'aller faire du foot. Il y en a une famille où les 2 fils, eux, leur responsabilité dans le béguinage, c'est de faire du foot. Donc on les voit jouer au foot devant la chapelle. Et ça nous va très bien. Les résidents voient, ça fait pas de bruit, puis le soir ils habitent là. Ça change complètement la vie d'un EHPAD que d'être ouvert de façon simple. Ce béguinage, c'est des gens autonomes qui vivent avec nous sur l'enceinte d'un EHPAD. Un EHPAD, c'est pas un ghetto, c'est un lieu où tout le monde peut vivre, s'entraider. C'est ce que j'ai vu et que je peux témoigner, parce que on a croisé lors de la visite une personne âgée qui était dans ce béguinage, qui était en train de jardiner avec un grand sourire et qui s'occupait d'un petit garçon qui faisait du vélo casqué. Et qui était l'enfant qui était dans la même maison en fait, et elle gardait ce petit garçon parce que sa maman était occupée, et c'était vraiment très beau de voir effectivement ce lien. Et cette personne en fait âgée vivait en milieu rural isolé et était très heureuse de pouvoir avoir un logement et effectivement de retrouver de la vie en fait, parce que la vie est toujours là. Merci beaucoup Thomas, je suis très heureux d'être avec toi là, et puis j'ai hâte de pouvoir rencontrer tes équipes dans cette réunion débat. Et merci beaucoup pour ton accueil. Merci de venir partager avec nous, c'est important de pouvoir nous aussi nous arrêter avec toi. Bonjour Kevin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir assisté à la conférence. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es et où on est? Donc, on est à Vendôme, à l'EHPAD de Bon Secours. Moi, je suis Kevin, infirmier dans cette EHPAD depuis maintenant 2 ans. Depuis 1 an à peu près, je suis référent de la cellule éthique. Donc, on a réussi à construire au sein de l'EHPAD, où on apporte différents sujets, différentes problématiques qui sont un peu tabous, et notamment aussi sur la mort, sur le sujet qui a été présenté aujourd'hui. Et qui c'est qui constitue ce comité d'éthique, Alors, tout le monde. On a essayé justement d'avoir différents professionnels. On a une kiné, on a une maîtresse de maison, on a des infirmiers, on a des AS, une AS de nuit, des agents, enfin voilà, la l'IDEC, le directeur aussi qui est présent. Donc on essaie vraiment de varier au plus les métiers pour qu'il y ait une pluridisciplinarité qui soit représentée. Quel est l'objectif de cette cellule d'éthique alors dans une EHPAD? Quel est votre objectif et quelles sont les discussions? Vous voulez porter sur quoi? Beaucoup de choses, mais surtout d'avoir des temps de parole qui sont assez importants, qu'on ne prend pas assez, de pouvoir apporter, alors pas des solutions, mais des pistes de réflexion. Et donc vous faites acte de ça, vous discutez ensemble et vous faites des propositions pour essayer d'améliorer les choses. Exactement. Et les collègues peuvent remplir ce qu'ils appelle une saisine, et pour pouvoir nous présenter les différents problèmes, et après que nous on débriefe et puis qu'on apporte une solution. Alors pas forcément une solution, mais en tout cas une réponse et un axe de réflexion.
Donc là, aujourd'hui, je viens avec vous, merci encore pour votre accueil, faire cette conférence-là, qui a duré un certain temps, suivi de vifs échanges sur Oui. l'impact de la mort sur les soignants. Est-ce que toi, ça t'a apporté quelque chose personnellement au sein de ton équipe? Est-ce que tu vois que ça va changer les choses ou ça... Alors, j'espère en tout cas que les choses vont changer. Est-ce qu'elles vont changer? Je sais pas, mais en tout cas, je l'espère vraiment intimement. Après, oui, je trouve que c'est intéressant de voir que en fait, tout le monde pense à peu près les mêmes choses. On est tous vraiment sur la même longueur d'onde sur les choses qui ne vont pas, les choses qui vont, heureusement, mais aussi les choses qui ne vont pas, que la mort est tabou, que on n'a pas assez de temps pour accompagner les soignants qui sont au plus proche de la mort, que ce soit avec les familles, que ce soit avec les patients, que ce soit entre collègues. C'est très intéressant de voir que on pense tous la même chose et que finalement on avance tous dans un même but. Et alors, là, on a discuté avant la réunion beaucoup de votre prise en charge de la mort dans l'EHPAD, qui est une EHPAD donc Bon Secours catholique, et vous avez une approche quand même qui est assez incroyable en fait, qu'on ne voit pas forcément dans toutes les EHPAD. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment, quand un patient décède, comment la mort est gérée, comment le corps est géré, comment vous réalisez tout ça dans votre EHPAD? Alors, je pense que on fait une première partie qui est partout pareil, c'est-à-dire qu'on va d'abord prévenir la famille, on va appeler le médecin, enfin tout un peu les banalités, on va dire. Et après, on va, avec l'accord bien sûr du médecin et dans les lois, dans les protocoles bien établis. Et après, on va pouvoir ce qu'on appelle descendre le corps à la chapelle. Donc, on a un endroit dédié à la chapelle avec une table réfrigérée, avec vraiment un endroit propice au recueil, que ce soit pour les familles ou même pour mes collègues et moi-même. Et qui c'est qui descend le corps déjà à la chapelle? Les soignants. Les soignants. Oui. Et les soignants qui s'en sont occupés. Qui s'en sont occupés. Une sorte de rituel. Les soignants qui étaient présents au moment du décès, mais c'est forcément ceux qui s'en sont occupés au quotidien. Et voilà, tout le monde, que ce soit l'agent, l'AS ou l'infirmier qui sont présents, aide pour la toilette mortuaire et accompagne après le défunt dans cette chambre, dans cette pièce dédiée, dans cette chambre dédiée. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe dans cette chambre dédiée, donc qui est dans la chapelle? C'est ça, vous allez pouvoir vous recueillir, c'est ça, avec les familles? Alors, pas forcément tous en même temps, mais en tout cas, les familles, oui, elles vont pouvoir avoir un accès quand elles veulent. En plus, vu que c'est vraiment une porte qui donne à l'extérieur, donc pas besoin de rentrer à l'EHPAD, donc elles font, dans le bâtiment, elles font vraiment comme elles ont envie, comme elles peuvent aussi par rapport à leur emploi du temps. D'accord. Et par rapport, donc elles vont pouvoir... Et les autres résidents, comment ça se passe quand il y a un décès dans l'EHPAD? Comment vous gérez les autres résidents, en fait, qui connaissent forcément leurs voisins de chambrée? Comment ça se passe, en fait? Là, c'est au rôle de l'infirmier, du coup, de l'annoncer au moment du repas, parce que c'est là où les résidents sont tous présents. Après, voilà, est-ce que c'est la bonne ou mauvaise solution? Je sais qu'on en a parlé tout à l'heure lors de la conférence, et c'est vrai que tout ce qui a été énoncé peut faire évoluer peut-être cette pratique, qui peut être un peu... après à voir. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça peut poser question. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on procède. Et après, donc, les résidents peuvent aller aussi veiller le corps, en fait, c'est ça? Alors, veiller ils peuvent, s'ils le souhaitent. Après, je sais, moi, personnellement, j'ai jamais entendu un résident souhaiter le faire, mais s'ils veulent, on peut les accompagner, il n'y a pas de souci, ou ils peuvent y aller eux-mêmes. Pour ceux qui sont autonomes, il y a pas de problème, quoi, en fait. Et donc, pour toi, personnellement, quand un des patients décède, ce qui est fréquent en EHPAD, puisqu'un tiers des patients, on a discuté pendant la conférence, un tiers des patients, des résidents vont décéder dans l'année, donc la mort est présente, c'est sûr. C'est évidemment une EHPAD. Bien sûr, c'est la dernière maison. C'est la dernière maison. C'est ça. Comment toi, en tant que soignant, quel est ton besoin où tu sens en fait que pour diminuer cet impact de la mort, tu as besoin que les choses se fassent dans un certain sens pour toi? Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, Kevin, qu'est-ce que tu as vu et qui est important de réaliser pour accompagner cette personne jusqu'au bout, en fait? Ce que j'ai vu ici au sein de l'EHPAD en tout cas, et que j'ai pour l'instant pas vu ailleurs, c'est vraiment cet accompagnement-là qu'on peut avoir, et le recueil qu'on peut avoir après au moment quand le patient est décédé, quand le résident est décédé, où on peut aller le voir entre guillemets une dernière fois. C'est vraiment un sentiment, et ça c'est personnel, mais c'est un sentiment où moi j'ai l'impression d'avoir accompli mon travail de A à Z. On l'a accompagné avec le parcours de soins qu'il a pu avoir, les problèmes qui ont pu se faire. Arrive le moment du décès, mais au moins on a accompagné le résident de son entrée
jusqu'à son décès avec une mort décente, sans douleur, enfin voilà, en mettant en place tout ce qui est en mesure grâce au médecin traitant, de mettre en place pour soulager les douleurs, les angoisses, et de pouvoir avoir une mort digne. D'accord. Donc pour toi, c'est important d'aller voir le corps Oui. Ouais. chez vous, dans la chambre à côté de la chapelle, et pour pouvoir dire au revoir. C'est ça, le dire au revoir. Ça et fait puis partie oui. de l'accomplissement et du soin. C'est ça. Alors, tu as dit que tu étais depuis 2 ans dans cette EHPAD, mais donc évidemment, tu étais infirmier d'abord ailleurs. J'ai 5 ans de diplôme. Et tu étais où avant là? Alors, j'ai fait 1 an en psychiatrie, et ensuite j'ai fait de l'intérim. D'accord. Et avant, tu as été formé où ça? J'ai été formé à l'IFSI de Brive. De Brive, d'accord. Et est-ce qu'on t'a parlé auparavant, dans tes études, dans les services où tu as été auparavant, de cet impact justement de la mort ou du soin sur les soignants? Sincèrement, très peu. La mort est tabou, et ça c'est partout pareil, et j'ai pas souvenir en tout cas que durant mes études, alors que ce soit ici mes stages, enfin voilà, peu importe, durant mes études, on ait vraiment insisté sur l'impact de la mort, sur les émotions. C'est vrai que c'était plus garder une distance professionnelle, et qui dit garder une distance professionnelle, occulter un peu toutes les émotions qu'on pouvait avoir, et se blinder pour les enfouir en fait au plus profond de nous, et ne pas les laisser paraître. D'accord. Et donc ça, c'est ce qu'on t'a enseigné. Et donc à l'issue de cette conférence, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire maintenant dans l'enseignement, si tu étais en charge d'enseignement, ou par rapport à maintenant cette vision peut-être un peu, qu'est-ce que tu penses par rapport à ces émotions et ces sentiments? Est-ce qu'il faut les occulter, quoi? Non, il faut en parler, il faut oser en parler avec ses collègues, sa famille, peu importe, avec des personnes en qui on a confiance et qu'on se sent apte à parler. Il faut les évoquer, il faut essayer de les évacuer, et pour pas rester avec des émotions négatives qui vont venir nous bouffer entre guillemets petit à petit au fur et à mesure que le temps va passer. Et donc en fait, il faut finalement avoir conscience de ces émotions, de ces sentiments, les accepter pour pouvoir les gérer, quoi. C'est ça, d'où l'importance des formations ou des choses de genre pour réussir à faire quelque chose de positif de ces émotions négatives. Okay. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonjour Christine. Bonjour Thibaut. Est-ce que tu peux nous dire où tu travailles et qui tu es? Alors actuellement, je travaille à l'EHPAD Bon Secours. Je suis dans ma 5e année. Et avant, j'ai fait un parcours de 23 ans dans une clinique en chirurgie. Et donc, tu as quitté cette clinique pour aller en EHPAD. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as quitté cette clinique alors après toutes ces années de travail? Ouais, c'est vrai que j'adorais la chirurgie, j'adorais être en relation avec les patients. Les soins vraiment d'écoute, de prévoir tout le préopératoire, le post-opératoire immédiat, et jusqu'à l'accompagnement, me soucier du domicile, comment ils allaient rentrer, qui allait les attendre. Ouais, voilà, tout ça. Et puis donc j'ai vécu les bonnes années, on va dire. On était une bonne équipe, on était reconnus, soutenus par la hiérarchie, voilà, et qui savaient nous valoriser quand on revenait en plus, qu'il manquait des soignants, on était à se proposer, enfin on n'hésitait pas et tout. Solidarité. Ouais, une solidarité, voilà, c'est ça. Et puis après, c'était à l'époque des chirurgiens qui étaient qui est actionnaire de la clinique, quoi. Et puis donc pour des difficultés, voilà, ça a été revendu les parts, et donc c'est des groupes privés qui ont racheté. À partir de là, ça a été le citron qui a été pressé. On diminue les équipes à chaque fois que quelqu'un partait
qui avaient l'occasion, où la direction passait, ils avaient des missions à accomplir et en fait c'était diminuer toujours le personnel, on n'entendait que ça, le personnel coûte cher, diminuer la masse salariale, enfin j'ai entendu ces mots-là pendant, voilà. Et donc ça n'a pas arrêté de diminuer de personnel, on s'est retrouvé avec des services de plus en plus longs, avec plus en plus de patients à gérer, de plus en plus lourds aussi, et à devoir aller de plus en plus vite puisque l'ambulatoire est arrivé, donc au début c'était quelques actes en ambulatoire et après ça s'est quasiment généralisé, que ce soit des sujets jeunes, âgés, n'importe quel âge, vite, fallait aller vite. Donc j'ai vécu les temps où on nous disait il faut être alors c'était pas la performance, c'était être fallait aller vite, quoi. Fallait un certain dynamisme, un certain rendement, fallait être rentable, voilà. Et à la fin, ça devenait tellement insupportable, tellement cette vitesse, on pouvait gérer en ambulatoire 3 patients par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, 3 par jour, dans un même lit, quoi. Dans un même lit, un turnover infernal, quoi. Et donc un jour où je suis allée voir la carte en disant mais c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, quoi. Mais les gens, moi c'est pas des cartons que je peux mettre des coups de pied dedans pour aller plus vite, quoi. C'est des humains, c'est des gens âgés, il faut quand même prendre le temps un minimum et tout. Comment veux-tu qu'une personne de 90 ans qui arrive pour se faire opérer de la cataracte, tu lui prends la tension, elle a 22 de tension, mais c'est pas étonnant, elle est même pas aussitôt arrivée assise qu'on lui dit vite, déshabillez-vous, vite, si. Et puis le brancardier qu'appelle, oui, le chirurgien est rouspète parce que oui, il est encore prête et machin, bah attends, elle vient à peine d'arriver, comment ça va être vivre? C'est un rouspète de partout, et aussitôt opérée, elle remonte dans la chambre, et vite, faut lui dire rhabillez-vous, et vite, qui est-ce qui vous, enfin voilà, tout vite. Moi j'ai dit je peux plus, quoi, je peux plus. Et elle m'a dit mais attends là. Elle m'a dit, t'as pas compris maintenant? On est là pour la performance. Alors, si t'es pas capable de faire la performance, donc là, j'ai compris, quoi. J'ai dit, là, je donne ma dème, quoi. C'est pas possible. Mais j'ai mis un moment avant de faire mon deuil de ce travail, en fait, que j'aimais, qui me tenait à cœur, quoi. Et finir comme ça, pour moi, c'était un échec, quoi. Enfin, un échec pour moi de me dire. T'étais dans un conflit de valeurs avec tes valeurs, voilà, d'éthique et de morale, voilà. d'accompagnement des patients, c'est ça. même sur de la chirurgie. C'est ça. Puis pouvoir prendre le temps de les accompagner, de leur expliquer de rien du tout. Enfin, même une personne âgée qui est opérée d'une hernie ou d'une vésicule en ambulatoire. Enfin, je sais pas s'ils se rendent compte qu'ils rentrent chez elle, qu'habitent à 40 bornes d'ici, le taxi vient les chercher, ils sont tout seuls, on sait pas s'ils ont quelque chose dans le frigo, on leur donne tous les papiers à la sortie. Alors, ils sont encore sous l'effet, quoi, de l'anesthésie, et puis ils ont des rendez-vous, ils ont alors voilà, vous faites ça, après, demain, vous sortez avec un drain, alors vous appelez l'infirmière, elle doit vous l'enlever, vous machin, je me disais, mais c'est carrément pas possible, quoi, pour des gens âgés qui rentrent chez eux. Enfin, tout ce qu'ils avaient à faire, mais enfin, moi, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, bon, ça se passe comme ça, hein, maintenant c'est comme ça, mais. Et alors, donc là, maintenant, tu travailles à l'EHPAD Bon Secours. Oui. Et là, tu as assisté donc à la conférence sur l'impact de la mort sur les soignants. Oui. Comment tu as trouvé la conférence? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Sachant que vous êtes dans un milieu probablement un peu privilégié avec tout ce que vous avez déjà développé, mais est-ce que ça a éveillé en toi des souvenirs ou des choses précises? La mort, c'est vrai que j'ai jamais été autant confrontée à l'accompagnement et à la mort ici. Autant j'avais fait une formation à l'hôpital il y a longtemps sur l'accompagnement du mourant, mais ça restait en chirurgie, c'était pas le commun des mortels, hein. Les patients, ils mouraient pas, voilà. Il y en avait peu qui mouraient, que j'ai vu mourir, que j'ai accompagné, pour dire. C'était pas la donne dans le service, disons. Mais ici, j'ai vraiment pris conscience de mon rôle d'accompagnante du mourant, quoi. Et cette conférence, en fait, qui nous met, c'est pas l'honneur, c'est pas le bon mot à l'honneur, mais enfin qui témoigne de ce que le soignant peut subir, peut souffrir, que ce soit face à la mort ou face à d'autres difficultés. Comme je disais, quand j'appelle un résident va pas bien un week-end et que notre seule ressource, le médecin traitant, on peut pas le joindre le week-end, quand c'est heureusement le médecin coordinateur de l'EHPAD et qu'il est joignable, il reste joignable la plupart du temps.
pour nous c'est super parce que voilà, on sait qu'on va être sauvé en quelque sorte, enfin qu'on va avoir des informations et qu'on va pouvoir compter dessus. Mais quand on appelle le 15, nous c'est notre seule démarche, c'est ça le week-end. Et le 15, où que la famille s'inquiète et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous faites, et voilà, on prend avis au 15. On va y à l'hôpital et que l'hôpital, 5 minutes après, ils appellent en disant attendez là, vous nous envoyez un patient, vu le gire et vu l'état cognitif, on vous le renvoie. Et que le SAMU auparavant nous a dit au vu de ce que vous dites, il y aurait ça à faire, et que en fait pour moi il revient, et dans ma tête ils ont rien fait, enfin ils ont même pas donné la prescription par rapport au point de départ, au problème de départ, si vous voulez. Voilà, moi j'appelle le SAMU pour des problèmes précis ou un problème précis. La réponse est du SAMU telle chose, et à l'hôpital c'est hop, on vous le renvoie. En fait, nous, on n'a pas encore pas de réponse au départ. Enfin, ça tourne en rond. Il y a un problème de coordination. Il y a un problème de coordination et chacun se renvoie la balle. Bon, le SAMU, il a peut-être pas d'autre solution. Bon, pof, il envoie à l'hôpital. L'hôpital, ils sont surchargés, submergés. Enfin, ils ont leurs problématiques. Pouf, pouf, pouf. On attend. Moi, j'entends pas des miracles. Hein. Je sais bien que nos personnes âgées. Mais si on avait un interlocuteur à ce moment-là pour dire, oui, voilà, dans ce cas-là, oui, comme le médecin traitant quand on l'appelle pour telle problématique, donc il va nous dire voilà, soit je viens, soit vous faites ça immédiatement, soit ça peut attendre, soit voilà. Et en général, quand on appelle, c'est vraiment pas pour rien. On se concerte avec le collègue, on dose les bénéfices-risques, le pourquoi, voilà, parce qu'on n'a pas envie de les envoyer. On sait très bien qu'ils vont pas être si vous préférez les accompagner, on préfère les garder ici tant que faire se peut. C'est sûr que c'est pas accompagner à la mort. En fait, à la mort ici, voilà. Mais par moment, vous savez pas si le patient va mourir et s'il y a encore des choses à faire. Et donc, d'où ces avis nécessaires. Ouais, là, il n'était pas mourant, ce monsieur-là, entre autres. Hein. Enfin bon, il y a des cas comme ça, mais c'est compliqué, quoi. C'est des cas de conscience après. Enfin, moi, ça me. Et alors, ça reste. Toi, Christine, tu es une infirmière avec de la bouteille, hein, parce que tu as un parcours professionnel. Donc, qu'est-ce que tu dis sur l'évolution de la médecine actuellement? Est-ce que tu vois un changement en fait de la médecine? Le changement, j'ai vu la dégradation sur quelques années maintenant. Le démantèlement de tout, quoi. Tout se démolit, tout se. Enfin, au niveau de la prise en charge, faut aller plus vite, faut aller plus personne s'écoute, ou tout est banalisé, ou je sais pas. Oui, tu souffres, oui, voilà, t'es trop. Enfin, là, j'ai pris conscience aujourd'hui, vous voyez, avec vos statistiques, avec les soignants, les burn-out ou les post-traumatiques ou tout ça. J'ai fait 2 burn-out, j'ai eu plusieurs arrêts quand j'étais sur le parcours à la clinique, et à chaque fois, on renvoyait l'image. Soit là-bas, hein, mes collègues, ou voilà, oui, c'est toi, t'es trop sensible, oui, c'est toi. Et puis après le Covid aussi, j'étais arrêtée 6 mois parce que j'étais, voilà, je savais plus si j'allais planter des salades dans le jardin ou vendre des chiffons sur le marché, quoi, tellement mon boulot, ça m'a, comment on nous a traités, les soignants, on nous a applaudi au début et après on nous tirait dessus à bout portant si on se faisait pas vacciner. Enfin, moi tout ça a explosé, quoi. Et puis les morts ici qu'on mettait directement dans la housse, et puis allez, vloum, et tu passes à autre chose. Enfin, tu réfléchis plus, quoi. T'es un robot, on te dit de faire ça, tu fais ça. Enfin, c'était hallucinant, quoi. Et pas d'espace-temps, pas de personne où en parler, parce que si vous étiez pas dans la norme à l'époque, comment dire, moi j'aurais été traitée de comme on disait en époque de soit tu marchais dans ce qu'on voulait que tu marches, ou alors t'étais. Enfin, moi, ça m'a mis dans une colère. Moi, dès le début, j'ai dit ça, je lui crois pas, quoi. Enfin, c'est bon, quoi. On va pas me le faire, ça. Hein. Et après, j'ai pas pu en parler jusqu'à ce qu'ici, il y a un psychologue qui vienne et que je puisse me libérer et dire, je l'ai mal vécu, voilà, j'étais toute seule dans mon truc, je pouvais pas en parler à droite à gauche parce que on m'aurait dit t'es complotiste, voilà. Bon, en fait, je suis pas complotiste. Je préfère être traitée de complotiste, d'être complice de personnes qui ont maltraité d'autres.
Et donc pendant Et le Covid, tu étais à la clinique, c'est ça? Et qu'est-ce Non, que j'étais c'est- ici, c'est- enfin un petit peu encore à l'hôpital et ici, quoi. C'était juste au moment de la transition. et ton Ouais, changement, moment de la transition. D'accord. Et quel était pour toi donc Mais toi, c'était pas ici, c'était pas, je veux dire, la maltraitance que j'ai reçue, enfin que j'ai ressentie du soignant, hein, de moi en tant que soignante, hein, c'est pas ici à l'EHPAD, c'est la prise en charge gouvernementale, etc. D'accord. Vous voyez, voilà, ce qui se passait, ce qui se disait, tout ça. C'est ça que j'ai mal. C'est les changements d'accompagnement des patients en Voilà, zone vie, voilà. les règles qu'il y a. Et qu'en fait, j'ai l'impression que depuis ça, on a banalisé tout. La mort s'est banalisée. Allez, on a mis les gens comme ça. Il y a eu des morts. Oui, bah ok, ce que vous disiez. Mais à la fois c'est tabou, à la fois. Enfin ça, c'est vraiment bizarre, quoi. Et à la fois, les choses n'ont pas changé, quoi. Les lits, ils ont pas. Enfin, moi j'ai vu la fermeture de lits, enfin où. Comme vous dites, à l'hôpital, il y a des fermetures de lits qui sont toujours faites pendant l'été, tout ça. Il y a toujours des services qui ont été fermés, tout ça. Maintenant, ça se généralise parce qu'il n'y a plus de soignants. Mais qui en prend conscience de ça? Pourquoi les soignants fuient? Comme vous disiez, moi, l'espérance de vie du soignant qui est de 3 ans, enfin là, maintenant, j'hallucine, quoi. Moi, quand je suis sortie, à mon époque, c'était déjà 12-15 ans. Mais alors là, c'est 3 ans, enfin 3 ans d'études et pour exercer derrière, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais, ça fait peur, quoi. Mais merci d'avoir quelque part, je me suis sentie reconnue dans ma souffrance, dans les souffrances que j'ai eues, dans les burn-out que j'ai eues, et que je voulais dire que quand j'ai été arrêtée 6 mois après le Covid là, parce que je m'y retrouvais plus. J'étais pas bien, quoi. Et donc la seule chose que j'ai eue comme soutien, les médecins, enfin la Sécu surtout, le médecin du travail, c'est vous êtes plus bien là, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire comme métier? Changer de métier. Faut vous faire une reconversion. Oui, mais non, mais je l'aime mon métier, c'est pas ça le problème. Mais je voudrais parler de ma souffrance, quoi. Oui, non, la Sécu, elle. Il faut que vous repreniez le travail, là, parce qu'on vous donne plus d'indemnité, là. Alors, vous choisissez, vous changez de boulot ou vous continuez, là. Voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai eu l'impression d'avoir une réponse à ça. Et quand enfin, on a écouté une souffrance de soignant. Voilà. Merci. J'ai vécu une souffrance que d'autres n'ont pas compris. Ou que, c'est encore le système, rattrapé par le système. Vous êtes en souffrance, mais je suis désolée, là, vous vous soignez ou pas, mais de toute façon, il faut savoir ce que vous voulez, parce que nous, dans tant de jours, la Sécu, terminé. Et le temps du débat, en fait, je me disais, mais waouh, enfin, j'arrive en fin de ma carrière pour qu'il y ait quelqu'un, et un médecin de surcroît, qui porte la voix des soignants, de moi, notamment de ce que j'ai senti plein d'échos dans ce que tu as dit. Je me suis sentie plein de fois visée, pour avoir été en souffrance, etc. Et l'être encore à des moments donnés. J'ai des ressources, mais voilà. Mais enfin, quelqu'un qui reconnaît le travail du soignant, qui reconnaît qu'il peut avoir des souffrances, qu'il est humain, et qu'on m'a reproché souvent d'être trop humaine, enfin de trop penser avec un E, et pas... Voilà, fallait que je pense avec un A, et que je pensais avec un E, et que j'étais et on me reprochait d'être trop avec les patients et de trop. C'était pas discuté. Enfin, peut-être mes collègues voyaient ça comme ça, mais c'était tendu d'une perche. Et puis en fait, je récoltais des infos, mais capitales, quoi, et qui parfois soulevaient des lièvres chez eux sur leurs problématiques, et que sans s'en rendre compte, ils libéraient des choses, et que le lendemain, pouf, d'un seul coup, le chirurgien dit oh tiens, il va mieux, tiens, il va sortir, enfin bon. Donc en fait, tu te sens moins seule maintenant. Mais ouais, enfin carrément, quoi. Et je me dis, il faut, enfin voilà, merci, quoi, parce que enfin quelqu'un qui porte notre voix, quoi.